Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, merci de cette introduction. Donc, je vais vous parler de la marine de l'Ordre de Malte, mais auparavant, je vais vous resituer brièvement ce qu'est l'Ordre de Malte, quelles sont ses attaches avec Aigues-Mortes, avant de se lancer sur un embarquement sur une caraque. On nous fera un petit voyage en Méditerranée. Alors, l'Ordre de Malte est une institution très ancienne, puisque on peut penser qu'à partir de 1080, les prémices de ces structures étaient présentes à Jérusalem, et au fil des siècles, donc c'est devenu d'abord un ordre religieux, et puis à partir de son arrivée à Rhodes, un ordre souverain. Et cet aspect, nous l'avons gardé jusqu'à aujourd'hui, puisque malgré les avatars de l'histoire, nous sommes restés un ordre religieux et nous sommes toujours un ordre souverain, c'est-à-dire que nous sommes un sujet de droit international, un État sans territoire, avec des échanges d'ambassadeurs, un poste d'observateur à l'ONU et des ambassadeurs dans les institutions internationales de l'ONU et de l'Union européenne. Alors, depuis 1080, depuis notre fondateur, on fera un petit scoop sur lui tout de suite, nous avons eu 80 grands maîtres, donc qui sont à la fois supérieurs de l'ordre religieux, donc dépendant directement du pape, mais également souverains, donc prince souverain, ce qui lui vaut son titre d'altesse éminentissime, et notre 81e grand maître est à l'heure actuelle un Canadien, John Dunlap, donc qui réside à Rome. Alors, on va voir que c'est un ordre donc, qui est au service des pauvres et des malades, avec 4 verbes qu'on retrouve dans la première règle de Raymond Dupuy, et que nous continuons à appliquer, c'est accueillir, secourir, soigner, accompagner. Et donc, on voit par ces implantations, à travers les siècles, qu'on est essentiellement un ordre méditerranéen, puisque créé à Jérusalem, nous avons été ensuite à Saint-Jean d'Acre, à Chypre, à Rhodes. Ensuite, on a erré pendant 7 ans à travers la Méditerranée, on verra tout à l'heure le petit circuit, pour nous installer à Malte en 1530, en être chassé en 1798 par les Français, par Bonaparte. Et donc on est parti en exil et finalement on s'est reposé à Rome où on est depuis 1834. Alors on a été fondé par une personne qui s'appelle le Bienheureux Gérard. On ne sait pas son nom, on ne sait pas où il est né, mais il y a 2 hypothèses. Alors, il y a une première hypothèse qui est une hypothèse italienne. Les marchands amalfitains, donc Amalfi, ville italienne, avaient un peu l'exclusivité du commerce en Terre Sainte, et ils ont créé un hôpital et un monastère à partir de 1048 à peu près, à côté du Saint-Sépulcre. Et donc l'hôpital de ce qu'étaient les hospitaliers de Saint-Jean va s'installer au même endroit. Donc les Amalfitains réclament la paternité et disent « Oh, il est né à Amalfi ». Bon, certes. La tradition la plus ancienne dans l'ordre, les premiers auteurs, donnent à Gérard un lieu de naissance provençal à Martigues. Et effectivement, l'entourage de Gérard était essentiellement provençal. Son successeur va être un provençal de l'Isère, Raymond Dupuy. Et surtout, les premières implantations de l'ordre en Europe sont en France et en Provence. En Provence et en Languedoc, puisqu'on va voir qu'on avait un allié dans la place à Jérusalem, c'était le comte de Saint-Gilles, qui était là, et donc qui était à la fois sur Toulouse et la Provence. Voilà, donc Gérard, était-il amalfitain, était-il martiguois? Moi, je suis provençal, je dis qu'il est sans doute provençal, mais rien ne le prouve. Alors en 1113, le pape Pascal II va fulminer une bulle
qui va reconnaître l'ordre comme un ordre religieux et hospitalier. Et déjà dans cette bulle, il cite les implantations de l'ordre en Europe, et on trouve en France Saint-Égidium, qui est Saint-Gilles du Gard à côté. Cette bulle va être confirmée par un passage de Calixte II, donc qui en 1119 va être à Saint-Gilles, va confirmer la bulle, donc de création d'un ordre religieux, et va citer, en plus de Saint-Gilles, une série de villas, donc de villages, qui étaient sous la compétence de l'ordre de Malte. Donc on trouve Beati Cristofori, à 20 km d'ici, c'est Saint-Christol. Ensuite, on va se rapprocher de Toulouse, on trouve Pecciora, et on trouve Fontsobre. Voilà, donc on voit cette implantation dans le sud, et Saint-Christol, c'est à un jet de pierre d'Aigues-Mortes, de même que Saint-Gilles est un jet de pierre. Donc, Aigues-Mortes est entre deux possessions des hospitaliers. Alors, je vous donne une image de ce que devait être ce grand hôpital de Jérusalem. Donc, ça, c'est une reconstitution en 3D qui a été faite par les Allemands, qui ont un musée à côté du Saint-Sépulcre là, pour rappeler l'hôpital. Et il reste quelques ruines de l'hôpital qu'on va retrouver, ce plan de cour carrée avec des grandes coursives bien aérées. C'est en fait les plans d'un caravansérail. Hein, quand vous allez en Asie, vous retrouvez à peu près la même chose. Et donc, on va retrouver ce type d'hôpital, on va le retrouver à Saint-Jean-d'Acre, on va le retrouver à Rhodes, et c'est à partir de Malte où l'hôpital va quitter sa fonction d'hospitalité, c'est d'accueil des pèlerins. Hein, le nom latin, c'est Xenodocium. Xéno, c'est l'étranger, j'accueille l'étranger. L'étranger, c'est le pèlerin. Et la fonction soins, donc hospitalière, va vraiment commencer à Malte. Et du reste, la structure de l'hôpital est complètement différente. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à Jérusalem, donc là où l'ordre a été créé? On trouve quatre royaumes ou comtés des États latins. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui est intéressant, c'est le comté de Tripoli, avec Raymond de Saint-Gilles, qui est de la maison de Toulouse, et qui avait à la fois autorité sur cette région de Toulouse, sur Saint-Gilles et sur la Provence. Et ça explique cette implantation très précoce de l'ordre des hospitaliers au sud de la France. Alors, la croisade, au point de vue militaire, moi qui ai reçu un ancien militaire, c'est pas, au point de vue tactique et stratégique, on pourrait redire. Hein. Il a fallu 8 croisades quand même, parce qu'à chaque fois, les gens ne restaient pas. Les Sarrasins voyaient qu'il y avait un vide, ils le comblaient. Il fallait rappeler des croisés. Et petit à petit, la situation sécuritaire est devenue très précaire. Donc, dans un premier temps, on a constitué en ordre religieux militaire les Templiers. Et ensuite, petit à petit, les hospitaliers et les chevaliers teutoniques, qui étaient essentiellement hospitaliers, vont avoir une fonction militaire, d'abord défensive, et donc à travers de constructions, comme on voit pour le krach des chevaliers, et défensive, puisque les Sarrasins attaquaient, il fallait répondre. Et finalement, ça va mal se terminer, parce que petit à petit, tous les territoires qui avaient été conquis par les Francs vont être reconquis par les Sarrasins, et tout le monde va se retrouver à Saint-Jean-d'Acre, où vous voyez à nouveau un hôpital, avec le même plan que celui de Jérusalem, une belle salle à manger en bas, et puis je n'ai pas résisté au plaisir de vous présenter en bas à droite les plus belles latrines du monde médiéval. Hein, c'est l'archéologue israélien qui m'a fait visiter, qui m'a employé ce mot, donc je le cite dans le texte. Alors, 1291, on est chassé, les Francs sont chassés de Terre Sainte et se retrouvent à Chypre. Alors, à Chypre, c'était un nouvel État latin qui avait été créé, qui était avec la famille de Lusignan, donc une famille française, et c'était un peu un amoncellement de tous les réfugiés de Saint-Jean-d'Acre. Donc, le roi n'était pas forcément très favorable à cet empilement de croisés réfugiés, et les hospitaliers non plus, et donc ils vont profiter d'une opportunité pour s'installer à Rhodes. Alors Rhodes, ça dépendait de l'Empire romain d'Orient, mais c'était conquis par des pirates. Donc en accord avec l'empereur romain d'Orient, en accord avec le pape,
à partir de 1306, les Hospitaliers vont petit à petit conquérir cette île, et en 1310, la conquête va être achevée par la conquête de la ville de Rhodes, et là, ils vont devenir souverains, et en même temps, on le verra tout à l'heure, leur vocation maritime va commencer. Donc on voit le port de Rhodes, on voit la rue des Chevaliers, pour qui y est allé, alors qui est complètement restaurée par les Italiens, mais c'est une très très belle restauration. Et on voit donc là les Chevaliers. Alors vous notez qu'ils n'ont pas une croix de Malte, ils ont une croix latine, et sur leur tenue noire, leur habit de cœur, ils portaient une croix qui était une croix latine légèrement pâtée. Et à Rhodes, les pattes vont s'écarter, et à Malte, elles sont complètement dans la forme qui a donné le nom de croix de Malte. Mais la croix de Malte est très postérieure, largement postérieure à la création de l'ordre. Et au milieu, on a Notre-Dame de Filerme, qui est une icône qui a été trouvée à Rhodes, qu'on dit avoir été peinte par Saint-Luc. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas peur. Mais le carbone 14 dit que c'est du 9e siècle. C'est pas... Et cette icône est devenue l'icône, le symbole de l'ordre de Malte, et Notre-Dame du Filerme est la protectrice de l'ordre. Saint Jean-Baptiste étant son saint patron, parce que l'hôpital qu'on a vu tout à l'heure était construit sur une chapelle du 6e siècle qui était dédiée à Saint Jean-Baptiste et qui aurait été le lieu où auraient habité Saint Zacharie et Sainte Élisabeth, les parents de Saint Jean-Baptiste. Voilà, donc à l'époque, Jérusalem était une petite ville, donc si c'était pas exactement à cet endroit, c'était pas loin. Mais à l'époque, l'esprit scientifique n'était pas tout à fait le même qu'actuellement. Voilà. Alors, à Rhodes, on a une grande réforme qui va arriver, qui est due à la dissolution de l'ordre du Temple et à l'affectation de ses biens à l'ordre des Hospitaliers. Alors, je ne m'étendrai pas sur l'histoire du Temple, mais sachez qu'avec l'arrivée des biens de l'ordre du Temple, on a multiplié nos biens fonciers par 2,5. Les Templiers étaient très riches. Le problème, c'est que les rois de France ont mis très longtemps à rendre les biens, et surtout on fait payer des droits de garde, ce qui a mis les finances de l'ordre en grande difficulté pendant près d'un siècle. Bon, une fois que les droits de garde ont été payés, on a quand même eu tous les revenus de ces biens, et ça a permis de remonter un peu l'état financier. Mais ça n'a pas été évident au départ. Donc installé à Rhodes, on va ennuyer les nouveaux maîtres de Byzance, qui sont les Ottomans. Donc les Ottomans vont par 4 fois essayer de chasser de Rhodes les Hospitaliers, et le dernier siège de 1522 sera un siège fatal, puisque à Noël 1522, le grand maître va voir le sultan, négocie, et on a un résultat de négociation qui nous est très favorable, parce qu'il y avait une estime réciproque entre le sultan et le grand maître, et il donne donc à l'ordre de Rhodes la possibilité de quitter l'île avec vie et bague sauve. Alors la vie, bon, il pouvait sortir vivant, mais surtout les bagues, c'était les bagages, et donc sont partis toutes les archives, tout ce qu'il y avait dans les églises, plus toute la population locale qui était à majorité orthodoxe, et ils ont embarqué le 1er janvier 1523 sur 50 navires. Et ils embarquent, mais ils n'ont pas de point de chute, donc ils vont errer pendant 7 ans à travers la Méditerranée avec 2 points d'accroche pendant cette période. Un premier à Viterbe, où ils sont reçus par le pape de l'époque, qui était un ancien membre de l'ordre, et ensuite à Nice. Et ils vont quitter Nice pour aller à Malte, où Charles Quint, donc qui était souverain de Malte, leur propose de s'installer à Malte, où ils ne seront pas vraiment souverains, ils auront une dépendance personnelle avec Charles Quint, et pour marquer cette dépendance personnelle, tous les ans au mois de novembre, on avait un chevalier qui partait de la part du grand maître, qui partait pour la Sicile, pour donner au vice-roi de Sicile, qui représentait Charles Quint, un faucon. Et c'est le roman, le Faucon maltais, qui vient de ça. Et le faucon, c'était le cadeau qu'on se faisait entre souverains.
Alors par curiosité, j'ai retrouvé le prix des faucons. Je peux vous assurer que c'était vraiment un très très beau cadeau qu'on faisait. Et ces cadeaux, on les a eus jusqu'en 1791. J'ai retrouvé les comptes rendus de ces cadeaux. Voilà, donc on s'installe à Malte. Malte, c'est un caillou. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de terre. Il y a une petite île qui s'appelle Gozo, qui elle est fertile. Mais surtout, dans le package, il y avait une troisième partie, c'était Tripoli. Et c'est Tripoli qui a déterminé la décision des chevaliers de s'installer à Malte, parce que Tripoli, c'était en Afrique, et c'était une base possible pour repartir en Terre Sainte. On a eu cette idée, Rhodes, pareil, 18 km des côtes d'Anatolie, on a toujours eu l'idée de retourner en Terre Sainte, et puis à Tripoli, c'est ce qui a été déterminant. Malheureusement, quelques années après, on a pris les Ottomans en conquis Tripoli, et ce rêve s'est évanoui. Alors Malte, Malte va avoir le même problème que Rhodes, tout près, enfin les Turcs voient cette position stratégique en milieu de Méditerranée, vont n'avoir qu'une idée, c'est de la conquérir. En 1565, on a eu un siège très dur, très difficile, très différent du siège de Rhodes, sans pitié, et un été très dur pour les assiégés comme les assiégeants. Et à la fin de l'été, les Ottomans étaient atteints par la dysenterie, par le manque d'eau, et il y a un petit détachement sicilien qui est arrivé, et ils sont partis. Ils sont partis, et l'ordre de Malte a pris une réputation à travers l'Occident assez extraordinaire, parce que ce petit groupe de chevaliers a pu se libérer de ces tentatives ottomanes d'aller de plus en plus vers l'ouest. Alors là, je vous ai mis en bas à droite, vous avez l'auberge de Provence. Par langue, il y avait une auberge qui était un peu le mess des officiers. On pouvait déjeuner, y trouver une chambre et se retrouver. Donc voilà l'auberge de Provence qui était construite en pleine ville, alors qu'à Rhodes, on était à l'intérieur d'un couvent, limité par un mur, mais après le grand siège, La Valette a dit aux habitants, vous avez combattu à nos côtés, on vivra au milieu de vous. Alors il avait oublié une chose, c'est que si on avait mis un couvent avec un mur, c'est que l'homme, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et les Grecs à l'époque étaient assez jolis, donc on avait mis un mur. Et là, les Maltais sont aussi très jolis, et les maris très complaisants. Donc au XVIIIe siècle, petit à petit, on a eu un changement de mode de vie chez certains chevaliers, à cause de cette décision de La Valette. Alors ça a duré jusqu'en 1798. Et en 1798, donc, le directoire a donné l'ordre écrit à Bonaparte, qui partait en Égypte, de conquérir Malte. Alors, conquérir pour deux raisons. La première, c'était pour piller le trésor des chevaliers de Malte, qui était essentiellement des statues en argent. Si vous allez à Malte, vous verrez dans toutes les églises, il y a des statues en argent. Donc ça a été pillé, fondu, et ça a servi à financer la campagne d'Égypte. Et la deuxième raison, c'est que Malte était un point stratégique au milieu de la Méditerranée, donc les Français sont restés. Ils sont restés 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils ont eu la mauvaise idée de continuer leur pillage en pillant le trésor des églises. Si vous allez à Malte, il y a une église tous les 50 mètres, et la religion catholique est toujours la religion officielle de l'île, de la République de Malte. Et à l'époque, donc, quand les Maltais ont vu ce pillage, immédiatement, il y a eu une révolte. Ils ont basculé le gouverneur français du premier étage du palais magistral, et ils ont appelé les Anglais à l'aide. Les Anglais sont arrivés, et puis ils sont restés. Ils sont restés jusqu'au milieu du XXe siècle, puisque la reine d'Angleterre, quand elle était n'était pas encore reine, il a vécu 2 ans avec son mari qui était officier de marine. À l'époque, La Valette était le plus grand port militaire au centre de la Méditerranée. Voilà, donc à partir de 1798, nous n'avons plus de territoire et nous n'avons plus de vocation maritime. Alors cette vocation maritime, on va la voir maintenant. La vocation maritime, donc, elle est née à Rhodes principalement, mais dès Chypre, le pape nous a déjà demandé, avec les quelques galères que nous avions,
d'aller aider le roi d'Arménie qui était en difficulté avec les Ottomans. Donc on peut dire que la naissance de la marine, elle date de Chypre. Et elle s'est développée à Rhodes, principalement avec des galères et des caraques. Donc on va voir ces deux types de bateaux. Mais elle a également débuté parce qu'il lui fallait un port d'embarquement pour assurer la logistique. Et ces ports d'embarquement, c'était des ports d'embarquement provençaux. Donc, dans l'ordre, on a eu d'abord Saint-Gilles. Saint-Gilles qui était un croisement, un carrefour extraordinaire, d'abord un lieu de pèlerinage. Il y avait énormément de pèlerins qui venaient sur le tombeau de Saint-Gilles. Et c'était un lieu de passage des pèlerins. Il y a ceux qui partaient vers Rome, ceux qui partaient pour Saint-Jacques-de-Compostelle et ceux qui partaient pour la Terre Sainte. C'était également un carrefour commercial c'était un gros centre de vente de draps. Donc il venait de Flandre et qui était vendu à Saint-Gilles. Et c'était un carrefour commun puisqu'on avait la Via Domitia d'un côté qui allait de Madrid à Rome, on avait la voie Régordane qui remontait vers Paris, on avait le Rhône et on avait la Durance qui à l'époque était navigable. Donc Saint-Gilles est devenu le port qui permettait l'embarquement vers la Terre Sainte, avec un port qui était un peu au sud de la ville actuelle, et on trouvait dans ce port un bras du Rhône qui permettait d'accéder pas loin d'ici, donc comme Aigues-Mortes ensuite a pris la suite, et enfin Marseille qui est devenu rapidement donc le grand port qui a remplacé Saint-Gilles et Aigues-Mortes. Voilà donc ces ports d'embarquement et cette vocation de Saint-Gilles. On voit le rayonnement de Saint-Gilles qui desservait à l'époque l'Espagne, qui desservait la France, l'Angleterre et également la Bohème et l'Allemagne. L'Italie était desservie par ses propres ports. Les noms que vous voyez là, c'est les noms qui sont cités dans la bulle de 1113, avec les implantations de l'ordre de Malte dans chacune de ces villes, enfin de l'ordre de Malte qui étaient à l'époque les hospitaliers. Et Aigues-Mortes. Alors Aigues-Mortes, on va avoir dès l'origine, on va avoir une implantation parce qu'on avait Saint-Christol. Et ayant Saint-Christol, on avait des terres qui étaient autour de Psalmodie. Et quand Saint-Louis a commencé les échanges de terres, on a eu des échanges et des ventes qui ont permis à Saint-Louis d'en prendre propriété et de les rendre territoire français. Et ce qui lui manquait, c'était cette ouverture vers la mer. Donc, par cette série de ventes, on a contribué donc à la création d'Aigues-Mortes. Et il y a eu une vente particulière qui est la vente d'une tour. Alors, au début, je me suis dit, c'est peut-être la tour Mat-Fer, dont on dit qu'elle serait encore, les fondations seraient encore sous la tour de Constance. En fait, ces tours, c'était les tours qui permettaient de faire le guet pour l'arrivée des barbaresques. Et dès le 8e, 9e siècle, on trouve la présence de ces tours, surtout le pourtour méditerranéen, pour éviter, prévenir que les barbaresques arrivent et dans les villages côtiers, ils rentraient, ils pillaient et ils emmenaient tout le monde en esclavage. C'est pour ça que vous avez beaucoup de ces maisons, en particulier on les voit encore en Corse, qui sont toutes en hauteur et le soir on retirait les échelles, il n'y avait pas d'escalier et on s'installait au dernier étage. Et donc ces deux tours, l'une appartenait à l'abbaye de Psalmodie, elle a été vendue, on en trouve les traces de vente. Celle qui appartenait aux hospitaliers, on trouve la trace de la vente parce qu'elle a été vendue avec un crédit. Un crédit, donc tous les ans, le roi de France versait à la commanderie de Saint-Christol versait une somme. Cette somme, elle a été versée jusqu'en 1792. Mais on ne sait pas où elle était implantée. Donc voilà pour le passé ancien. Pour le passé récent, bien quand Saint-Gilles est devenu, Aigues-Mortes est devenu un port, il fallait qu'on ait une maison d'accueil. Donc la première maison d'accueil qu'on a eue, c'est une maison qui appartenait aux Templiers, qui était le long des remparts. Et ensuite, on a sans doute vendu cette maison et racheté une autre maison qui est juste derrière Notre-Dame des Sablons.
et qu'on a eu jusqu'en 1792, qui permettait aux gens qui embarquaient ou qui débarquaient de passer par cette maison d'accueil. Et souvent, il y avait une fonction de banque également, c'est-à-dire qu'on donnait sa bourse, on vous donnait une lettre de change, et quand vous arriviez au port d'arrivée, vous redonniez votre lettre. Alors c'est ce qui a tué les Templiers. Les Templiers se sont enrichis comme ça, mais au départ, les Hospitaliers avaient la même fonction de banquier. Voilà, donc cette fonction. Alors, dans Aigues-Mortes, donc on a eu 2 maisons, et la dernière donc vendue à la nationalisation de 1792. Et puis on avait 2 implantations. On avait une première implantation, c'était les étangs de Saint-Jean. Alors dans les 18 étangs, les marais salants, c'est dans les derniers. Il y avait 16 marais qui appartenaient à des particuliers et 2 marais religieux, un à Psalmodie, un à Saint-Jean. Alors Saint-Jean a été le dernier, et donc il ne restait pas beaucoup de marais utiles, et il s'est mis sur le Rhône Mort, qui était saumâtre, et donc il produisait un peu moins que les autres, parce que c'était de l'eau saumâtre qu'on faisait, qui permettait d'avoir le sel. Et donc on donnait, comme le Rhône Mort était propriété de la ville d'Aigues-Mortes, on donnait à la ville 1/12 de la récolte tous les ans. Et c'était 1000 livres par an, ce qui était une bonne somme. Donc il y avait cet accord qui avait été conclu avec la ville d'Aigues-Mortes. Donc en 1792, les étangs ont été nationalisés également et sont rentrés dans le grand conglomérat des étangs qui ont fait ensuite les étangs du Salin du Midi. Et puisqu'il y avait ce salin, il fallait du fourrage. Et on avait la moitié de l'île de Stel, donc une moitié était à la ville d'Aigues-Mortes, l'autre était à Saint-Jean. Et pourquoi il fallait du fourrage? Parce qu'il y avait des norias dans les marais salants qui permettaient de monter l'eau sur les tables de salement. Et pour faire tourner les norias, il fallait des mules, et les mules, il fallait les nourrir. Et donc il y avait sur l'Istel, il y avait du fourrage qui était produit. À la nationalisation de 1792, donc les biens ont été vendus, sont restés fourragés pendant un moment, et ensuite, après le phylloxéra, on a planté de la vigne, et quand vous buvez un verre de l'Istel, il y a un peu de Saint-Jean que vous buvez avec. Voilà donc nos rapports avec la ville d'Aigues-Mortes, qui sont anciens et qui ont duré jusqu'en 1792. Alors maintenant, on va passer à la marine. La marine des Hospitaliers, donc la marine, c'était à base principalement de caraque. Alors qu'est-ce que c'est qu'une caraque? C'est pas une gitane, ça vient d'un mot qu'on a du mal à identifier, c'est caraque, craka, taraka, c'est sans doute un mot qui vient d'Orient, et ces caraques étaient caractérisés par un château avant, un château arrière, et par une capacité d'emport qui était assez importante, puisque on pouvait aller jusqu'à les règles à Marseille prévoyaient que les bateaux qui n'étaient pas marseillais étaient limités à 1500 passagers. Donc il y avait 1500 passagers avec un équipage qui était de 300 à 400 personnes, sur ce genre de caraque. La règle, c'était 2 mètres carrés par homme. 2 mètres carrés, c'est la place qu'on prend pour dormir. Voilà. Donc je vous laisse imaginer ces longues croisières en Méditerranée, où on était 1500 sur un bateau, alors Costa Croisière n'était pas encore là, et je pense que c'était pas du tout les mêmes conditions de confort. Donc une capacité donc très importante et une profondeur, on avait jusqu'à 6 ponts, et le problème c'était que il y avait un tirant d'eau qui ne permettait pas d'accéder à tous les ports. Par exemple, Tripoli, les caraques n'y accédaient pas. Marseille, on n'arrivait pas au fond du port. Et donc, mais ça permettait, c'était assez manœuvrable, et la flotte de l'ordre a eu 3 caraques principales, l'une après l'autre. Donc la première, c'était le Saint-Jean-Baptiste. Alors le Saint-Jean-Baptiste
était un bateau qui a été construit à Nice et qui a été, à l'époque, c'était la plus grande caraque connue. Elle a été lancée en 1500 à peu près, et donc elle permettait d'avoir un vaisseau amiral pour l'ordre. Cette caraque Saint-Jean-Baptiste, elle a permis la capture d'une caraque ottomane. Et cette caraque ottomane, c'était la Magrabina, ce qui signifie la reine des mers. Et donc, le commandant du navire, qui a capturé cette caraque, l'a ramené à Rhodes, et on a réformé le Saint-Jean-Baptiste pour transformer la Magrabina en Santa Maria, et c'est devenu la caraque navire amiral de l'ordre. Donc cette caraque, elle avait 4 mâts qui étaient très importants. Hein, elle avait 7 ponts. Elle était donc sur 7 niveaux, dont 2 en dessous de la mer. Du temps des Turcs, il y avait 3 capitaines qui se partageaient le commandement. Il y avait le capitaine en chef. On avait un capitaine pour la manœuvre et un capitaine pour l'artillerie, parce qu'on avait, à l'époque des Turcs, hein, on avait 120 pièces de gros calibre sur cette caraque Santa Maria. Et voilà, donc cette caraque Santa Maria, elle va durer un moment, puisque au moment de la chute de Rhodes, elle était le navire amiral, et le grand maître a embarqué sur la Santa Maria et a commencé, donc à partir du 1er janvier 1523, ce grand circuit en Méditerranée. Mais habituellement, vous verrez d'autres gravures et dessins de ces caraques et galères. Vous aviez une flopée de pavillons avec la croix de Malte, avec la croix de Saint-Jean, blanc sur fond rouge. Mais là, il a demandé à tous les navires, à la première escale qui était Messine, il leur a demandé de baisser les pavillons. Donc il n'y avait aucun pavillon sur les bateaux, sauf un pavillon sur la Santa Maria, qui représentait Notre-Dame de Filerme, avec cette prière qui était adressée par les chevaliers à Notre-Dame de Filerme. C'était dans mon malheur, vous êtes mon espérance. Hein, il y avait cette seule bannière qui était montée au mât en signe de deuil de la perte de Rhodes. Donc notre Santa Maria, elle va être remplacée ensuite par... notre Santa Maria, elle va être remplacée par la suite par la Santa Anna. Alors la Santa Anna, pour le coup, là, le bateau que vous voyez, c'est un tableau de Bruegel, mais qui n'est pas identifié. Je ne sais pas à quel pays il appartient, mais par contre, la Santa Anna, on a beaucoup plus de représentations. Et donc, cette Santa Anna, elle va être commandée en 1521 et elle va être lancée en décembre 1522. Si vous regardez bien, elle est lancée au moment où on perd des Rhodes. Donc, cette Santa Anna, elle a été construite à Nice et gréée à Villefranche, qui est à côté. Elle avait 7 ponts, elle avait un armement extrêmement conséquent, et elle avait tout ce qu'il fallait pour être autonome. Elle avait en particulier un moulin à vent qui permettait de moudre le grain, parce que la farine qu'on embarque, elle moisit. Le grain qu'on embarque, non. Donc il y avait un moulin qui permettait de moudre et de produire de la farine, et on avait un four à pain. On avait de quoi donc faire du pain. On avait des cales qui regorgeaient de nourriture, qui se conservaient. On avait des réservoirs d'eau qui rendaient cette Santa Anna tout à fait autonome. On avait à bord à peu près 300 marins pour faire fonctionner ça, et on pouvait embarquer à peu près 500 passagers. Et elle pesait 2000 tonnes. Donc vous voyez, elle avait une particularité, c'est que elle était recouverte sous l'eau, sous la ligne de flottaison, avec des plaques de plomb. Alors certains auteurs ont dit que c'était pour faire un blindage.
le plomb, c'est pas un métal pour blinder un bateau. Le plomb servait à ce à quoi servir le cuivre ensuite, au XVIIIe siècle, où on a cuivré tous les bateaux, tant anglais que français, permettait d'éviter aux petites bêtes qu'on trouve dans la mer de se coller au bateau et de le ralentir. Hein, donc, et puis sur la Santa Ana, il y avait également un petit jardin. Et ce petit jardin, il était planté avec il y avait des légumes et des fruits frais, et en particulier des citronniers. On avait vu que le scorbut, qui était à l'époque un peu la peste des marins, si on prenait des fruits frais, ça permettait d'éviter le scorbut. Donc on avait, je ne sais pas combien il y en avait, mais il y avait, les récits disent qu'il y avait des citronniers sur la Santa Ana. Alors sur la Santa Ana, il y avait, c'était un bateau de croisière, hein, on avait une grande salle de réunion, et on avait une chapelle qui était assez grande. Et dans cette chapelle, on a retrouvé récemment au musée des Beaux-Arts de Malte, on a retrouvé ce tableau que vous voyez qui était dans la chapelle, qui représente Sainte Anne avec sur ses genoux sa fille, donc la Vierge Marie, et sur les genoux de celle-ci, son fils, le Christ. Hein. Et donc, à l'occasion d'une très très belle exposition qui a eu lieu à Nice au printemps dernier jusqu'au mois de novembre, on a vu réapparaître ce tableau qu'on ne connaissait pas. Il faut savoir qu'à Malte, en ce moment, il y a un travail de restauration des bâtiments et des œuvres des musées qui est considérable. Si vous allez à Malte, vous êtes sûr de trouver au moins un musée fermé. Hein, parce qu'il est en restauration, et quand vous revenez un an après, on n'a pas restauré que les tableaux, on a restauré tout. Donc il y a un très très gros travail qui a été fait. La Santa Ana fait partie de ces travaux. Donc la Santa Ana, enfin, les caracs étaient assez adaptés aux longues routes. Hein. Il y avait quand même un certain confort, comme on le voit. Le problème, c'est que à un moment donné, l'Angleterre est devenue anglicane et il n'y a plus d'or de Malte il n'y avait plus de land d'Angleterre, donc il n'y avait plus de retour d'argent. Ce qu'on appelait les impôts, c'était les responsio. Le responsio, c'était entre 30 et 20% du produit de la commanderie que le commandeur reversait d'abord au grand prieuré, et ça remontait ensuite à Rome puis à Malte. Et donc là, il y a un problème financier assez conséquent qui a fait qu'on a arrêté d'utiliser les caracs, dont le coût d'entretien était très cher, pour prendre des bateaux plus petits. Et donc la dernière grande carac, la Santa Ana, a été désarmée. Alors j'ai envie de vous dire que la Santa Maria, elle a eu une drôle de fin, parce qu'elle est arrivée à Malte, et ensuite la Santa Ana est devenue le bateau amiral, donc elle était au port, mais elle n'était pas désarmée. On y avait enfermé des captifs turcs. Et il y a un des jeunes garçons qui était enfermé là, qui a voulu jouer dans la Sainte Barbe, et donc on gardait la poudre, et il a mis le feu aux poudres, et la Santa Maria a explosé. Et en explosant, elle a soulevé le pont, et elle a mis à feu les canons. Et les canons ont commencé à tirer partout. Donc il a fallu qu'on canonne la Santa Maria pour qu'elle coule dans le port et qu'on arrête les frais. Voilà la pauvre fin de la Santa Maria. Et la Santa Ana n'a pas eu une fin aussi glorieuse, hein, puisqu'on a arrêté ce type de bateau amiral. Et on va remplacer donc. Alors là, il y a une photo de la Santa Ana dont on a parlé tout à l'heure, qui un jour sera mise à l'honneur à Aigues-Mortes. Et elle sera mise à l'honneur, et pas à tort, parce que, en fait, j'ai retrouvé au moins 3 passages de caracs au port d'Aigues-Mortes. Alors, pas à Aigues-Mortes, mais à son port de haute mer. Hein. On a eu le premier, c'est en 1461, où on a le grand maître qui s'appelait Zacosta, qui donne l'ordre d'embarquer à partir du port d'Aigues-Mortes le 18 juillet 1461. Donc on a une trace de passage de la carac. On retrouve une autre trace de passage
en 1487, la caraque va embarquer à Aigues-Mortes plusieurs effets de marchandises pour les amener à Rhodes. Et enfin, en 1509, le grand prieur de Saint-Gilles, Rochetignard, fait embarquer des grandes médailles d'or qu'il destinait à l'église de Rhodes. Il les fait embarquer également depuis le port d'Aigues-Mortes. Donc, on a eu effectivement cette activité portuaire au profit de l'ordre de Malte. Alors, on voit également la Santa Ana à l'honneur. Là, c'est une très belle tapisserie qui est dans un musée au Portugal, qui représente donc la Santa Ana au siège de Tunis. On trouve une autre tapisserie également à Malines, de la même série. Mais celle du Portugal est celle qui est restée dans les meilleures conditions de conservation. Alors, on va quitter les caraques, qui étaient donc, on voit, coûteuses et très, très importantes, pour passer à la galère, qu'on avait depuis le début, mais pas aussi développée. Et à partir de l'abandon des caraques, on va développer les galères. Alors là, on n'est pas à Malte, on est à Messine, où on avait le chantier des galères. Et ces galères, on a une différence fondamentale avec les galères françaises. Les galères françaises, elles employaient des galériens. Et par contre, on a remplacé les galériens, quand on n'a plus de galères, par des forçats. Donc le galérien qui était sur un bateau, après, la peine, elle se tenait à terme, c'était des forçats. Donc on avait des galériens qui étaient des gens qui étaient privés de liberté, c'était une punition, alors que le galérien maltais, c'est très différent. On avait énormément de bénévoles, ce qu'on appelait c'est la traduction italienne de l'italien, qui étaient des gens qui étaient salariés, mais qui étaient rameurs de leur propre volonté. Et on complétait par des esclaves donc capturés, donc des Turcs, qui étaient, la réputation c'était ils étaient forts comme des Turcs, donc bons rameurs, mais qui avaient une situation et des conditions de vie qui étaient tout à fait bonnes, parce que on voulait qu'ils soient bons rameurs. Donc ils étaient bien nourris, bien logés, et on avait donc une conception complètement différente entre le galérien maltais et le galérien français. Le galérien, français, où les souvenirs qu'on a, en particulier de la période après la révocation de l'édit de Nantes, des protestants qui ramaient, c'est une autre histoire. Alors, on avait plusieurs types de galères. On avait les galères des grands maîtres. Alors, la tradition voulait que le grand maître de ces deniers construise une galère. Donc là, je vous ai mis deux grands maîtres. En bas, vous avez Emmanuel de Rohan avec sa galère. Donc c'est l'avant-dernier grand maître qui était français. Et au-dessus, vous avez Ferdinand von Hohenpech, qui était un Allemand, qui lui a été le dernier grand maître. C'est celui qui a rendu l'île à Bonaparte. Ensuite, ça c'était des galères un peu de parade. Ensuite, on avait la galère, la capitaine, c'était pour le général des galères. Donc voilà la capitaine qui rentre de croisière. Alors ces galères, elles étaient, on avait vu qu'il y avait des galériens, mais on avait également un équipage avec à base de chevaliers, de monde de l'ordre. Mais ces chevaliers, ils étaient formés de la manière suivante, dans le contrat, entre guillemets, dès leur noviciat, donc dès avant leur profession, ils étaient embarqués et on leur apprenait les rudiments du métier d'officier de marine. Et ensuite, une fois qu'ils avaient prêté leur profession, ils devaient, selon les périodes, exécuter ce qu'on appelait des caravanes, 3 à 4. Une caravane, c'était une croisière de 6 mois où on partait, et c'était en général pour la guerre de course, puisque la mission de cette marine, c'était d'aller attaquer les convois ottomans
sur ce qu'on appelait la route d'Alexandrie, qui reliait Alexandrie d'Égypte à Constantinople. Donc on attaquait les navires et on attaquait également tous les navires barbaresques qui, eux, capturaient les équipages des navires, prenaient la cargaison, prenaient le navire, et les équipages et les passagers étaient emmenés à Alger, où c'était, à Alger, on avait le plus grand marché d'esclaves qui existait en Afrique, et qui est resté comme tel jusqu'en 1830. Donc il y avait un commerce qui se faisait, on était captifs, et ensuite on demandait une rançon. Et pour les chevaliers de Malte, par exemple, quand ils rentraient dans l'ordre, la famille versait une provision pour pouvoir payer une rançon éventuelle. Le grand maître Lavalette, par exemple, il a été captif 1 an. Moi, j'ai pas un ancêtre, mais un collatéral, ce gars, qui a été captif 5 ans. Et au bout de 5 ans, on a pu trouver l'argent pour le délivrer. Voilà ce que c'était. Donc, les États européens étaient bien contents de trouver ces galères de l'ordre de Malte pour faire la police. Et également, alors on allait déjà un peu au-delà des barbaresques et des Ottomans, parce qu'on avait une cité qui était en permanence un peu à droite, un peu à gauche, c'était Venise. Et Venise a souvent été alliée aux Ottomans, donc on a souvent attaqué Venise, donc ce qui créait des problèmes, parce que Venise était une nation chrétienne, donc se plaignait au pape, etc. Mais voilà comment ça se passait. Ensuite, à part ces galères un peu soit d'apparat, soit de commandement, on avait les galères classiques, avec des rameurs, un équipage assez important, donc on avait 300 rameurs à peu près. On avait les stagiaires, donc les gens qui faisaient leur caravane, qui étaient une trentaine, et on avait un équipage d'une centaine de personnes. C'était, comme on l'a dit, un peu tout le monde entassé, dans de pas très bonnes conditions d'hygiène, alors qu'il y avait quand même un aumônier dans chaque galère, et vous aviez un autel portatif qu'une fois par jour on mettait en place, et on célébrait la messe sur le pont de la galère. Et il reste encore un autel portatif quand vous allez, si vous visitez Malte, il y a une ville qui s'appelle Rabat, avec un musée qui s'appelle le musée Vignacourt, et là vous avez encore cet autel portatif qui montre comment on vivait dans les galères. Alors ces galères, elles ont été réquisitionnées à un moment pour une grande bataille, c'est les Pentes. Les Pentes, où le pape a monté une coalition contre les Ottomans, et on s'est tombé à un mauvais moment dans notre histoire maritime, parce que en 1570, on avait un parc de 6 galères, et il y en a 3 qui ont coulé. Et donc il nous restait que 3 galères. Mais donc les 3 galères, quand on parle de les Pentes, tout le monde parle des galères de Malte. Il n'y avait que 3 galères sur la centaine de galères qu'avait réuni le pape. Et en fait, j'ai retrouvé un commentaire où on dit que ces 3 galères en valaient 15. Pourquoi ? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une formation des officiers, enfin des chevaliers, une formation comme officier de marine, et c'était le seul pays d'Europe qui faisait ça. Les autres, ils embarquaient pour devenir commandant de navire, on était soit fantassins, et tout d'un coup on quittait son cheval et on montait sur le bateau, soit commandant d'une unité de marine marchande. Voilà. Donc ces galères, j'ai retrouvé un tableau où on voit ces 3 galères qui sont figurées pour la bataille de Lépante. Alors ces galères, elles étaient donc armées par des équipages. Alors j'ai retrouvé dans l'uniforme des équipages. Alors on avait 2 types de marins. On avait à droite on a les soldats des galères, et à gauche on a les soldats des vaisseaux. Parce que le successeur de la galère, ça va être le vaisseau rond, qu'on va pas traiter aujourd'hui, mais il y avait un uniforme qui était différent, et on avait, pour commander tout ça, on avait un général des galères, qui commandait à la fois les vaisseaux et les galères. Donc voilà leur uniforme, et on reconnaît donc les gens des galères au fait qu'ils avaient, c'était rouge et blanc, alors que les vaisseaux, c'est rouge et noir. Et vous avez, au musée de la Légion d'honneur, vous avez la veste, une veste d'officier des galères qui est présentée. Donc on a parlé des galères, et le successeur des galères, ça va être le vaisseau rond. Donc les voilà, et on va toujours continuer quand même à canonner le turc,
l'Ottoman. Donc là, j'ai retrouvé ce tableau qui représente une bataille navale bord à bord, entre un bateau ottoman et un bateau de l'ordre de Malte. Donc vous voyez, ça c'est le drapeau. C'est pas, vous voyez, c'est pas la croix de Malte qu'il y a, c'était le pavillon de la marine de Malte. Et donc voilà le port de La Valette au XVIIIe siècle, où on voit qu'il y a des galères et des vaisseaux ronds. Et pour terminer, je vais vous faire un petit point sur le statut des chevaliers vis-à-vis de la marine française. Alors j'ai pris 4 exemples. D'abord les grands chefs. Donc j'ai pris Suffren et le chevalier Paul. Le chevalier Paul, c'est le créateur de la marine française, puisque Richelieu lui a demandé au grand maître de lui prêter le chevalier Paul, qui était un de nos grands marins, pour former une structure de formation des officiers de marine français. Donc le chevalier Paul, le tableau vient de passer en vente le 30 octobre dernier, il était caché. Tout d'un coup, on ne connaissait pas ce tableau, il est apparu en vente et il est parti à 65 000 €. Heureusement, le musée de la Marine a préempté, donc très rapidement, on pourra le voir, je pense, au musée de la Marine de Toulon. Le chevalier Paul était marseillais et mort à Toulon. Et puis un autre provençal, c'est le bailli de Suffren. Alors le bailli de Suffren, il n'a pas arrêté. On avait le privilège, depuis que le chevalier Paul avait formé la marine française, pour les officiers maltais, les officiers de marine, ils pouvaient indifféremment servir dans la marine maltaise et dans la marine française. Et donc on passait d'une marine à l'autre, et Suffren en est le plus bel exemple, puisqu'il a terminé, il était bailli de l'ordre de Malte, c'est la distinction la plus haute qu'on puisse avoir à l'ordre de Malte. Il était ambassadeur de l'ordre de Malte à Paris, et il était lieutenant général des armées françaises, vice-amiral d'escadre, pour un poste qu'on avait créé exprès pour lui, français, et chevalier du Saint-Esprit, qui était la plus haute distinction française. Donc c'est Suffren qui symbolise bien ce passage permanent entre la marine française et la marine maltaise. Et puis alors deux autres exemples, c'est Paul Albert de Forbin, qui a été longtemps grand prieur à Saint-Gilles, et qui est passé de la même façon d'une marine à l'autre. Et puis François de Noailles, qui était lieutenant des galères, et qui a donné son nom au quartier Noailles à Marseille, à l'hôtel de Noailles, etc. Et donc le voilà en grand uniforme, avec sur sa cuirasse, vous voyez, la Grande Croix. Et alors cette tradition de partage avec la marine française, on l'a gardée, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez 2 frégates sous-marins qui portent des noms de Maltais. Donc on a le Chevalier Paul, on a le Forbin, et dans les sous-marins, on a le Suffren, le Tourville et le De Grasse. Et on a toujours de très très bonnes relations avec la marine, puisque là on rentre dans le 400e centenaire de la marine française, et il y a un groupe de travail qui a été créé au sein de notre association pour travailler avec la marine pour toute cette partie de maltaise de la marine française. Voilà. Et donc pour terminer, j'ai pris un autre officier qui lui était en 1798 à Malte quand Bonaparte a envahi l'île, et il a laissé aux jeunes officiers qui étaient là la possibilité, donc moins de 30 ans, aux jeunes chevaliers, de rejoindre l'armée et de partir en Égypte. Alors Paul-Julien Jouffret ne l'a pas fait, mais il y a quelqu'un qui l'a fait, qui était le chevalier de Bernis, et qui avait 18 ans, et qui est parti avec Bonaparte, et qui est arrivé en Égypte, et 1 an après, il a été tué à Saint-Jean d'Acre. Et donc Paul-Julien, lui, c'était différent, il voulait être marin, donc il avait intégré en France une école navale qui s'était créée juste avant la Révolution, qui n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'elle a été dissoute en 1792, mais il voulait être marin français. Mais ses parents l'avaient également fait rentrer à l'ordre de Malte. Donc en 1792, il est parti à Malte et il a commencé à faire ses caravanes. Et puis en 1798, Napoléon est arrivé, donc lui n'a pas suivi, et il est reparti. Il avait servi également à l'armée de Condé, donc il est reparti en Russie
sous les ordres du prince de Condé pour être dans l'armée de Condé. Donc deux destins différents. Alors le voilà, hein, ce portrait chez moi. C'est pour ça que je vous le présente, ce jeune Paul-Julien de Jouffret, et on terminera donc par le pavillon de Malte, et je vous remercie de votre attention.